Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite dès à présent à commenter et à partager, sans oublier bien sûr de cliquer sur le petit pouce en l'air. À la une ce soir, la face économique de la crise sanitaire, baisse de fréquentation des commerces, chasse aux sorcières, dettes. La rentrée de septembre s'annonce compliquée. Nous ouvrirons ensuite une page internationale avec Richard Labévière. Le journaliste revient sur le départ américain d'Afghanistan et la politique régionale de la France. Et puis nous partirons en Hongrie, dans la capitale. Depuis quelques temps, Budapest suit la tendance des villes progressistes et devient un enfer pour les automobilistes. La bombe à retardement économique est enclenchée. Alors que les mesures d'aide mises en place par l'État prennent peu à peu fin, il faudra bel et bien payer l'addition. Et le pass sanitaire pourrait bien être un frein à la reprise de la consommation. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Tout va très bien, Madame la Marquise. Après 1 an et demi de crise covidienne, le gouvernement l'affirme, tous les indicateurs sont au vert. Après les gros mensonges sur le masque, le pass, la vaccination, c'est au tour des bobards économiques. Au programme de la rentrée, la suppression du fonds de solidarité pour les entreprises le 30 septembre en métropole. Il sera remplacé par un dispositif coût fixe pour les secteurs les plus exposés, ce qui consiste en une indemnisation de 70 à 90% des coûts fixes non couverts par les recettes dans les activités les plus pénalisées par les restrictions sanitaires. Étonnant système qui implique que des secteurs entiers soient pénalisés par les restrictions, alors qu'en même temps, le ministre de l'économie Bruno Le Maire affirme que le pass sanitaire ne ralentit ni l'emploi, ni la croissance, ni l'investissement. À ce propos, le ministre reconnaît une relative diminution de la fréquentation des centres commerciaux, mais affirme cependant que la fréquentation des bars et restaurants a augmenté. Des professionnels de l'hôtellerie qui sont aujourd'hui l'objet d'une chasse aux sorcières, quiconque ne respecte pas les règles est ainsi tenu de rendre les aides. Si moralement ce procédé paraît bien obscur, il soulève aussi un problème juridique puisque les commerçants n'ont absolument pas admis ces règles lorsqu'ils les ont perçues. Dans la tempête de la rentrée, on retrouve aux côtés de Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Alain Griset pour les PME, ainsi que Jean-Baptiste Lemoyne, préposé au tourisme, autant de ministères qui vont être éprouvés dans les mois à venir quand ils devront rendre des comptes aux Français concernés par leur champ d'action. À ces édiles s'ajoute une certaine Roselyne Bachelot qui a déjà annoncé des mesures en faveur des travailleurs du monde culturel, des travailleurs qui devraient être remerciés pour leur docilité, tant les intermittents se sont montrés coopératifs en matière de passe et de vaccination, alors même qu'ils descendent bien facilement dans les rues pour défendre leur petit statut. La facture des mesures de soutien depuis mars 2020 s'élèverait à présent à 240 milliards d'euros, un coût exorbitant qui laisse bien des interrogations, une notamment peine à être dissimulée. Comment a-t-on pu refuser de rénover le secteur hospitalier depuis le début du quinquennat pour des raisons budgétaires, alors qu'un centième des mesures de soutien mises en œuvre aujourd'hui aurait largement permis de redonner un nouveau souffle aux hôpitaux français, de créer des emplois et d'augmenter le nombre de lits potentiels. Mais pour cela, encore faut-il sortir de la logique économique du « un lit, un patient », autrement dit, un lit vide est un lit qui doit être fermé. Désormais, le ministère de l'économie ose affirmer que l'économie nationale tourne à 90% de ses capacités. Pourquoi, dans ces circonstances, poursuivre les aides si tout va bien? Autant de questions qui restent sans réponse et à laquelle il convient d'ajouter celle-ci. Qui paiera l'addition et qui remboursera la dette qui est de 120% du PIB en France, un niveau record à mettre en relief avec celle de nos voisins allemands, 70%, espagnols 95% et italiens 135% du PIB. De bien vilains chiffres en Europe alors que l'exécutif joue la carte de l'optimisme extrême, faisant valoir le fait que le chômage frôlerait aujourd'hui les 8%, soit un taux extrêmement bas qui cache comme toujours un habile maquillage. Côté croissance, l'exécutif table sur 6% pour 2021 et un retour total à l'activité économique du niveau d'avant-crise du Covid pour la fin de l'année. Un optimisme qui fait grincer des dents du côté d'économistes comme Marc Toati, qui évoque même un déni de l'exécutif sur la question et qui laisse surtout entrevoir des restrictions budgétaires drastiques, comme en témoigne la proposition de loi pour encadrer la dépense publique votée cet été. Une page internationale à présent avec le journaliste spécialiste du Proche-Orient, Richard Labévière, qui revient pour nous sur le revers américain en Afghanistan. Un revers qui, selon lui, n'implique pas nécessairement une rupture avec les politiques interventionnistes américaines.
c'est d'abord un cinglant revers, puisque les interventions occidentales en Afghanistan ont démarré en 1979. Les conseillers américains se réjouissaient de voir l'ours russe piégé dans le bourbier afghan. Donc, si vous voulez, depuis ce temps-là, depuis la fin des années 70, l'Afghanistan a toujours été un enjeu, je dirais, lié à la fin de la guerre froide. Elle l'est restée après la guerre froide, dans la mesure où ce pays est clé, parce qu'il transite différents pipelines et oléoducs, indépendamment de ses différentes frontières et de son emplacement stratégique. Il y a à peu près 300 bases américaines dans le monde, et donc ils ont un outil militaire évidemment important, et donc les administrations américaines successives s'en servent. Donc voilà, quoi. Je veux dire, c'est un des attributs d'un petit regard des États-Unis, c'est la dimension militaire, ça a toujours été ça. Donc je veux dire, là, aucune leçon tirée du Vietnam, et là, c'est pareil pour l'Afghanistan. Je veux dire, les États-Unis vont continuer à participer à des opérations extérieures, en fonction de leurs intérêts, qui sont souvent énergétiques. Et parallèlement à ce retrait américain du théâtre afghan, Emmanuel Macron a de son côté affirmé vouloir réengager la France en Irak. Une annonce qui s'inscrit dans la longue présence française dans la région. Une politique qui, pour Richard Labévière, est incomparable avec les interventions américaines. Les engagements ou les interventions françaises sont en rien comparables aux opérations américaines, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Là, je dirais que Emmanuel Macron joue assez habilement, je dirais, le coup dans la mesure où c'est des interventions qui nécessitent des moyens militaires, mais toujours avec des portes de sortie, je dirais. Et là, l'Élysée gère, semble-t-il, assez bien justement l'usage des différentes armées françaises en Irak et dans l'ensemble du Proche et Moyen-Orient, où là, il y a des capacités, il n'y a pas d'engagement direct, mais selon l'évolution des crises et des situations, il y a toujours possibilité d'intervenir, je dirais, à partir d'un pays où la France est très présente, comme le Liban notamment. Et partons à présent en Hongrie. Alors que la circulation à Paris est désormais limitée à 30 km/h, Budapest suit la voie des progressistes. Des mêmes recettes qui donnent les mêmes effets. Un trafic de plus en plus compliqué. C'est un reportage de nos correspondants sur place. Budapest va-t-elle devenir un nouveau cauchemar automobile en Europe ? La métropole hongroise, bâtie sous sa forme moderne au XIXe siècle et particulièrement adaptée à la circulation automobile, était connue pour être relativement fluide en termes de circulation, en particulier en comparaison avec des métropoles occidentales comme Paris. Mais depuis quelques mois, avec la nouvelle municipalité libérale, les choses ont rapidement changé. Alors à Budapest, depuis bientôt 2 ans, ça fera 2 ans à l'automne, la mairie est aux mains de Gergely Karácsony, le maire progressiste et écologiste. Et la situation n'a fait que s'empirer du point de vue de la circulation. Alors ça peut paraître un sujet secondaire, ou en fait pas très intéressant, mais en réalité c'est révélateur d'un phénomène qui se passe partout en Europe, dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles, pas seulement les capitales, puisqu'il y a cette volonté, puisque c'est bien une volonté, de rendre la circulation de plus en plus difficile, afin d'aller vers des centres-villes sans voiture. C'est quelque chose qui est déjà plus ou moins annoncé, qui n'est pas encore assumé pleinement en Hongrie, puisque c'est quelque chose qui paraît invraisemblable. Mais il y a quelques années, c'était aussi invraisemblable en France, à Paris. S'il y a 10 ans, on avait dit que le centre-ville de Paris serait bientôt interdit aux voitures et que la circulation serait à 30 km/h, on ne l'aurait pas cru non plus. Eh bien, Budapest s'est engagé sur cette pente maintenant, et on le voit avec une gêne permanente, comme on l'entend d'ailleurs maintenant, c'est en permanence les sirènes, puisque c'est beaucoup plus difficile pour les véhicules de circuler. La rénovation du célèbre pont des Chênes, icône de la capitale hongroise, la démultiplication des travaux simultanés, la fermeture de rues devenues des terrasses, mais aussi le passage brutal du principal boulevard de la ville à une seule voie de circulation pour laisser l'autre voie au vélo sont tout autant de raisons qui causent un chaos sans précédent de la circulation à Budapest, en attendant une rentrée de septembre qui pourrait s'annoncer catastrophique. Et donc cette piste cyclable sur cet axe en particulier, qui est l'équivalent des grands boulevards parisiens, là on est sur le Körút de Budapest, c'était donc 2 fois 2 voies, ça a été réduit à 1 voie, ça s'empire vraiment de mois en mois, et on sait très bien que c'est pour aller vers la fin de la voiture, parce que la fin du diesel a aussi été annoncée à Budapest, c'est pour bientôt. Et donc voilà, Budapest s'est engagé sur la voie du progressisme écologiste de centre-ville.
La situation ne devrait pas s'améliorer dans les années à venir, étant donné que d'autres projets similaires devraient concerner d'autres axes de circulation cruciaux de la capitale hongroise. On notera qu'en Europe centrale, ce n'est pas seulement Budapest qui s'oriente dans cette direction, mais également la capitale polonaise Varsovie, elle aussi dirigée par une mairie libérale en opposition avec le gouvernement conservateur, où les mêmes politiques de restriction de la circulation commencent à produire les mêmes effets. Et on passe à présent à l'actualité en bref. Plus de salles de shoot pour lutter contre la drogue. C'est l'éternelle solution proposée par l'édile de Paris. Pour sortir les toxicomanes de la rue et de leur dépendance, Anne Hidalgo veut en effet ouvrir 4 nouveaux lieux pour qu'ils puissent se retrouver. Après l'interdiction d'accès au parc Éole pour les drogués, les riverains vivent un véritable enfer dans le nord de la capitale. La mairie fait donc une nouvelle fois le choix de déplacer le problème. En effet, toutes les expériences de salles de shoot pour encadrer la consommation de stupéfiants et protéger les toxicomanes ont été accompagnées de désagréments pour les riverains. Dans certains quartiers, la vie est même devenue impossible pour les familles avec des enfants et visiblement, ce n'est pas prêt de changer. Pas de passe sanitaire, dit émission en plein air. C'est en effet depuis le trottoir que l'avocat Fabrice Divisio est intervenu dans la première émission de la saison de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur C8. L'accès aux locaux de la Channel Factory, l'entreprise produisant l'émission, est en effet soumise au pass sanitaire depuis lundi. Une surprise pour Fabrice Divisio qui a refusé de se soumettre à l'obligation de faire un test de dépistage dans la mesure où les personnes vaccinées, potentiellement contagieuses, elles, n'y sont pas contraintes. Une situation cocasse qui met en lumière les décisions irrationnelles du gouvernement. Renaud Muselier, testé positif au Covid-19. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a publié un tweet pour annoncer avoir contracté le Covid-19 et ce, malgré son statut de double vacciné. Cela compromet donc son emploi du temps, notamment la présentation de son plan de rénovation pour les lycées de la région, ainsi que sa participation à la venue d'Emmanuel Macron à Marseille. Renaud Muselier a déclaré s'être directement mis à l'isolement. Rachida Dati ne veut pas de primaire. L'ancienne garde des Sceaux a appelé lundi à oublier cette hypothèse en considérant que tous ceux qui sont passés par la case primaire avaient mal fini. Elle ajoute d'ailleurs que même la gauche y a renoncé. L'ex-conseillère de Nicolas Sarkozy estime que la droite a largement le temps de s'organiser en vue de la présidentielle de 2022. Elle préconise d'attendre janvier pour se réunir derrière un seul candidat. Le maire du 7e arrondissement de Paris serait favorable à ce que chacun fasse campagne pour ensuite désigner le candidat unique de la droite et du centre. Les syndicats de gauche, CGT, FO, la FSU, Solidaire et les organisations de jeunesse fidèles UNEF et UNEL appellent à la mobilisation générale le 5 octobre prochain. L'intersyndicale a appelé lundi soir à une grande manifestation pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études. Lors d'un repas de presse au siège de la CGT, ces formations de gauche ont exprimé leur opposition à une situation sanitaire manipulée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes. Vaccination obligatoire pour obtenir la carte de résident permanent aux États-Unis. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain estime qu'un refus de vaccination sans raison valable rendrait le demandeur inadmissible. Les candidats à l'immigration légale doivent en effet prouver qu'ils ont reçu le vaccin contre le Covid, les tests négatifs n'étant pas suffisants. Ces directives ne s'appliquent qu'aux personnes vivant aux États-Unis cherchant à obtenir un statut légal permanent et non à ceux qui tentent d'entrer dans le pays pour une durée courte. Au zoo d'Anvers, la femme amoureuse d'un chimpanzé pourra continuer ses visites. Depuis 4 ans, Adi, une flamande, et Cheetah, un chimpanzé mâle de 38 ans, entretiennent une relation étroite. Une relation que d'aucuns pourraient qualifier de toxique, puisque le primate se couperait de ses congénères pour profiter de son amie humaine. Le zoo a même été contraint d'interdire les visites d'Adi qui allait à la rencontre de son ami poilu avec son mari. L'affaire ayant beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, le parc animalier a finalement décidé de revenir sur sa décision. Adi pourra continuer à visiter Cheetah, mais avec modération. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, Henri Roure, Saint-Cyrien et docteur d'État en sciences politiques, présente son roman sur le terrorisme islamiste, Un Dieu, une terre et des hommes. Un principe en islam, on ne peut pas apostasier.
C'est interdit, sous peine de mort. Donc il est très difficile de quitter cette religion. Et j'ai pour ceux qui arrivent à le faire une grande admiration. Parce que d'abord, ils sont obligés de rompre avec leur communauté, enfin la communauté dont ils sont issus, parfois avec leur famille. Et il est évident que si le risque n'existe plus aujourd'hui, en France, d'être assassiné, d'être exécuté. De recevoir une fatwa. De recevoir une fatwa. Il n'empêche que l'on peut être mis au banc de sa famille, au banc d'une communauté. Et ce soir, retrouvez également Passé Présent avec Philippe Conrad. Et puis tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Billot-Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Il fait beau, ou presque. Il fait chaud, ou presque. La reprise est là, ou presque. Et compte tenu de ce qu'on en a bavé dans les derniers mois, soyons-en sûrs, l'année 2022 sera belle, ou presque. Belle, belle, belle comme le jour, belle, belle, belle comme l'amour, disait mon chanteur préféré. Oui, je sais, nous n'y croyons pas vraiment à la beauté immaculée de l'année 2022. Pourtant, nous devrions y croire, puisque c'est Bruno Le Maire qui le dit, notre fringant et sémillant ministre des Finances. Le déficit attendu sera un tout petit peu moins catastrophique que prévu. Chouette alors. Le maire, c'est un peu comme un pompier qui dirait à quelqu'un dont la maison vient de brûler intégralement « C'est vraiment bien, vous allez être super content, j'ai réussi à sauver votre paire de pantoufles ». Mais surtout, l'État va continuer d'injecter dans l'économie quelques milliards d'euros à coups d'hélicoptères et de tuyaux d'arrosage pour qu'on soit tous définitivement convaincus à l'aube de l'élection présidentielle qu'il est un président en or, au propre comme au figuré. En effet, si l'on en croit le prochain projet de loi des finances, les ministères vont voir leur budget joyeusement augmenter à l'approche de l'élection de 2022. 10 milliards 800 millions de crédits supplémentaires. Tournée pour tout le monde, c'est Macronor Terminator qui paie. Enfin, lui ou surtout nous, ou surtout je ne sais qui, car je commence à douter sérieusement de l'existence d'une fontaine magique crachant des euros puisés au centre de la Terre, quelque part en Asie centrale peut-être. C'est du jamais vu pendant une année de scrutin présidentiel. Comme le dit le vénérable député centriste Charles de Courson, c'est open bar. En arabe, c'est open akbar. Sacré Courson, je ne l'aurais pas mieux dit. François Hollande, lui, avait été beaucoup plus sage. Il s'était contenté d'une hausse de 3 milliards 300 millions de dépenses supplémentaires en 2016, l'année précédant les élections de 2017. Petit joueur, le franc-frounet, Macron fait 3 fois plus. Abracadabra, cadabra, cadabra, et la bobinette Chera, 10 milliards d'euros et plus. Éducation, défense, écologie, cohésion des territoires sont les ministères qui bénéficieront le plus de ce grassouillet loto budgétaire. Dépenses partout, économie nulle part. Un budget comme ça, moi, je vous l'aurais bâti en une soirée sur la nappe d'une table de restaurant dans lequel je me serais installé sans mon passe sanitaire que je n'aurais d'ailleurs jamais, je crois. Finalement, c'est vrai que cela n'a pas l'air si compliqué que ça de se racheter une réputation auprès des Français. Elle n'est pas simple, la recette pour gagner une élection ? Bon, bien sûr, la note des courses est un peu salée, mais que ne ferait-on pas pour que notre chef de guerre covidique puisse être réélu en 2022 ? Je vous souhaite une excellente soirée.